Mais rien n'est trop beau pour vous, messieurs. Rien, hein. Écoutez. C'est de l'opéra. Mozart. Hein. Ça, c'est la Calas. Madame Butterfly, sublime opéra que vous allez pouvoir découvrir. Et vous deux aussi. Commencez pas à faire les coquins. Vous allez pouvoir découvrir ça en plein air. On en parle avec quelqu'un que vous connaissez bien. Vous, devant votre poste de télé. Franck Ferrand, merci d'être avec nous. Merci à vous. Historien, journaliste, écrivain, conteur hors pair. Vous êtes un habitué du groupe puisqu'on vous retrouve sur CNews tous les dimanches dans l'émission La Belle Histoire de France. Et puis évidemment aussi tous les jours sur Radio Classique. Alors vous êtes le parrain d'un événement qui va ravir tous ceux qui aiment le beau. Et pour une fois, on ouvre les portes, c'est en plein air, c'est le festival de l'opéra en plein air. Ça va nous faire doublement du bien d'être en plein air après tout ça. Qu'est-ce que ça change que l'opéra soit en plein air? Alors, ce n'est pas le fait qu'il soit en plein air qui change singulièrement les choses, même si d'un point de vue technique, ça pose incontestablement des petits problèmes qu'il faut résoudre, mais c'est plutôt le fait qu'on soit dans des lieux hors du commun. Vous êtes dans des châteaux, en tout cas devant des façades, vous êtes au cœur de jardins inouïs. On va commencer dans le parc de Sceaux, qui à mon avis est le plus beau parc, enfin l'un des plus beaux parcs de la région parisienne. Ça, c'est extraordinaire. Vous êtes sous les frondaisons, vous êtes sous les étoiles dans le meilleur des cas, en espérant qu'il n'y ait pas trop de nuages, et vous participez d'un moment qui est un peu une grand-messe estivale. C'est ça, c'est la 20e édition. L'année dernière, évidemment, il n'y avait pas pour cause de Covid. Là, ça reprend, et c'est tout au long de l'été dans les plus beaux sites de l'Île-de-France. Je me rappelle, il y a effectivement 20 ans, ou même 21 ans, quand Tristan Duval avait lancé ça, j'avais fait partie des tout premiers spectateurs. C'était un défi. À l'époque, tout le monde nous disait « mais tu n'arriveras pas à faire ça ». Et puis, ça s'est installé, la preuve. Et peut-être que le succès d'Opéra en plein air est lié au fait que ça a ouvert l'opéra à un public qui d'habitude n'y va pas tellement. Vous savez, aller à l'Opéra Garnier, à la Scala de Milan ou à Salzbourg, c'est quand même réservé, qu'on le veuille ou non. Et même si on fait des efforts dans tous les sens, ça reste réservé à un certain public. Là, j'allais dire, c'est tout public. Nous apportons de grands morceaux, de grandes pièces du répertoire et nous les mettons à la disposition des familles qui, en plein été, au milieu des arbres, viennent assister à... C'est intéressant que vous disiez le mot famille, parce que ça, c'est aussi pour les enfants. On ne pense pas les emmener à l'opéra. Alors en fait, il y a nous avons une ouverture très grande vers le jeune public, puisqu'il y a 1000 places qui sont offertes à des collégiens, à des élèves. Donc ça, c'est un moyen c'est du prosélytisme, c'est faire connaître l'opéra aux très jeunes. Et puis il y a aussi un spectacle spécifique qui a lieu avant la représentation elle-même et qui s'adresse à un très jeune public pour initier les enfants à cet art très singulier qu'est l'opéra. Quand on est dans l'opéra, quand on a l'habitude d'y aller, évidemment, on se dit que c'est l'art suprême, il n'y a rien de plus extraordinaire. Mais quand on ne connaît pas, c'est plus difficile. Donc c'est bien de commencer jeune. Et pourtant, c'est l'art le plus populaire qui soit. Mais surtout là, vous imaginez, Madame Butterfly, Puccini, c'est ce qui s'appelle aller vers le public. Là, on parle d'un opéra qui est très émouvant, qui prend au trip, qui prend au cœur, en tout cas. Franck, aujourd'hui, quand une collectivité finance ou apporte son financement à un opéra ou à une opération comme ça, il y a une condition, c'est la démocratisation. Oui, je crois. C'est le mot que tous les gens de culture ont à la bouche aujourd'hui. Il faut ouvrir un maximum de public. Qu'est-ce qui permet de démocratiser une œuvre classique ou un spectacle d'opéra? Eh bien, précisément, d'abord, tout bêtement baisser le prix, puisque opéra en plein air, c'est quand même pas le tarif d'Aix-en-Provence, il faut dire les choses comme elles sont. Et puis, en dehors des questions de tarifs, une jauge et un lieu qui n'est pas trop impressionnant. Il n'y a pas besoin d'aller pousser la porte d'une grande institution lyrique. Là, vous allez, on va à Champs-sur-Marne. Champs-sur-Marne, en plus, c'est une bonne idée parce que vous êtes en plein dans Marne-la-Vallée, qui est populaire, et c'est un des plus beaux châteaux du monde. Il y a le château de Vincennes, il y a aussi celui pendant pas très longtemps, mais celui de Madame de Pompadour. Exactement. Il y a Saint-Germain-en-Laye aussi. Saint-Germain-en-Laye, alors là, on sera plutôt chez Anne d'Autriche. Enfin, Vincennes, ça va être incroyable. Bon, les Invalides, j'ai envie de dire, c'est plus habituel, mais on ne s'y fait jamais aux Invalides tellement c'est incroyable. Il y a le choix de l'œuvre aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler de Madame Butterfly? Alors, oui. Un peu, parce que c'est une œuvre. On connaît le nom de Madame Butterfly, mais quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est une œuvre extrêmement émouvante. On a entendu tout à l'heure le grand air. Donne le frisson. C'était Maria Callas, si je ne m'abuse. Bon, c'est une note qui éclot comme ça. Vous avez entendu
pam, on a l'impression qu'elle s'allume en fait. Bon, mais cette note-là, quand vous l'entendez dans un récital ou à la radio ou comme aujourd'hui à la télévision, c'est très joli, c'est très fort. Mais quand c'est inséré dans l'histoire, cette histoire de cette geisha, on est dans le Japon du 19e siècle, cette geisha qui va être mariée, c'est un mariage de circonstance, un mariage quasiment folklorique avec un marin américain, Pinkerton, et voilà que elle y croit, elle, à ce mariage. Et pour elle, c'est toute l'évasion du monde, c'est l'amour de sa vie. Et quand elle découvre que cet amour, et l'enfant qui est né de cet amour, ne sont que le fruit d'une contingence, eh bien pour elle, c'est insupportable et elle se donnera la mort. Et je vous assure que ce qui est formidable, il y aurait 1000 choses à dire sur Puccini, mais il y a une chose plus extraordinaire encore que les autres, c'est qu'en plus de cette musique très poignante, vous avez l'accompagnement orchestral qui suit les émotions, qui les accompagne comme chez aucun autre compositeur. Tous les états d'âme de Ce sont l'amour. les états d'âme, vous avez raison. On vient avoir une démonstration, c'est pour ça que je lui ai demandé, parce que c'est un conteur hors norme. Oui. Les gens, ils racontent des histoires, mais il y a des conteurs hors norme. Franck, d'où ça vient ça? On vous demande de raconter Madame Butterfly, vous racontez ça comme le meilleur film de la Metro-Goldwyn-Mayer. D'où ça vous vient? Alors moi je sais. Et à quel moment vous avez vu la lumière quand vous étiez tout jeune à l'église Saint-Hilaire à Poitiers? Mais comment vous savez ça? Parce que je me suis informée. Et que quand vous voyez l'église Saint-Hilaire à Poitiers, que vous voyez la lumière, visiblement vous avez été touché par la grâce ce jour-là. C'est une beauté folle, c'est vrai. Oui, j'ai eu la chance de grandir vraiment, on peut dire, à l'ombre au sens propre du mot de une des plus belles églises de France, c'est vrai. Et ça a peut-être compté dans mon goût du patrimoine, en tout cas. Après, d'où vient ma capacité à raconter les choses, ça je sais pas. Ce que je sais, parce qu'elle me l'a raconté, c'est que c'est ma mère qui m'avait raconté ça à l'époque. Elle était allée voir mon institutrice qui lui avait dit « C'est bien simple, quand il y a eu du chahut dans la classe, je donne la parole à votre fils parce que comme ça, tout le monde se tait pour l'écouter. » Donc vous voyez que c'est pas d'aujourd'hui. D'où ça vient, j'en sais rien. Vous racontiez des histoires à vos camarades de classe? Et c'était des histoires... Bon, la moitié, j'inventais quand je savais pas. Qu'est-ce que vous voulez Vous avez fait du babysitting ou pas? Non. Parce que vous auriez été un babysitter formidable. Pour endormir les enfants. Pour calmer les enfants. Gérard, vous vouliez poser une question tout à l'heure? Non, je m'en souviens plus, donc... Merci pour cette intervention. Non, parce que je suis fasciné par ce qu'il... Ah si, oui. On doit vous le dire souvent, est-ce que des gens comme Decaux ont eu de l'importance dans la manière de... Parce que vous me faites penser... à lui, quoi. Enfin, Alain sa Decaux version a été 21e siècle. On peut dire qu'il a été mon parrain dans le métier. Au tout début, quand j'étais à la radio, il y a 20 ans maintenant, j'allais le voir le vendredi après-midi, il me donnait des petits... Alors, pas des conseils, parce qu'il me disait, je n'ai aucun conseil à vous donner. Mais dans la pratique, il m'en donnait quand même. Et puis, pour moi, c'était une sorte de monstre sacré. Quel est le meilleur conseil qu'il vous ait donné? Il y a un autre personnage. Le meilleur conseil qu'il m'ait donné, c'est un conseil professionnel. Il m'a dit, vous savez, ce métier, la télé, la radio, etc., faut pas prendre ça trop au sérieux. C'est un métier de roue de la fortune. Il y a des jours où vous serez en haut et des jours où vous serez en bas. Quand vous êtes en bas, attendez que ça passe, ça remontera toujours, il m'avait dit. C'est assez fort, ça. Oui, et ça m'a rendu... On voit bien le concept de la roue de la fortune d'une manière générale. Ça, on la comprend bien. Mais il y a un autre maître avec qui j'ai eu l'honneur de travailler pendant des années, alors qui, lui, n'était pas historien, mais qui racontait des histoires, c'était Pierre Bellemare. Et j'ai écrit ses textes pendant 3 ans à la radio. Ça, c'est formateur. Ah oui, ça, c'est encore plus formateur que tout ce qu'on peut imaginer. Je voudrais qu'on en revienne quand même à Madame Butterfly, dont on va regarder les répétitions. Alors, vous avez raison, il faut rapporter aux gens que ce ne sont que des répétitions. Oui, attention. Donc, évidemment, le cadre sera complètement différent. Les lumières, les costumes, tout ça, là, pour l'instant, voilà. Voilà, mais rien qu'à voir les répétitions, vous allez voir, ça donne vraiment envie d'en être. C'est touchant de voir... vous avez vu que c'est Sérénade Houillard elle-même qui répète. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de festivals où il y a une doublure qui répète pour la star, mais là, elle est là déjà. C'est dire l'investissement. C'est une très grande chanteuse, c'est une chanteuse turque, vous savez, et elle a cette capacité, elle est mezzo-soprane, vous entendez cette espèce de coffre un peu doux, intériorisé, comme ça, c'est magnifique. Ce qui est formidable, c'est que cet opéra, il l'a voulu, Puccini, mais ça n'a pas été simple. Ah non, non. Racontez-nous, parce que la première fois que ça passe à la Scala de Milan, il se prend une trombe de critiques. Mais il faut se mettre à la place d'un public qui ne s'attendait pas à voir cette histoire japonaise. Alors c'est vrai qu'on était en pleine passion pour le Japon et pour l'Orient, mais ça c'est vrai pour quelques élites et quelques collectionneurs. Dans la pratique, le grand public, vous savez, il n'a pas changé, le public de la Scala, il est infernal. D'ailleurs, ça c'est un conseil que je donne aux téléspectateurs. Si vous avez un jour l'occasion d'aller à la Scala, allez-y, il faut assister à ça. Le spectacle est autant dans la salle que sur le plateau. Mais les gens sont insupportables.
insupportable. Ils crient, ils sifflent, ils chantent. C'est un match de foot. C'est un match de foot, quoi. Ils ne sont pas respectueux du tout. Et alors, à l'époque, en 1904, ils l'étaient moins encore qu'aujourd'hui. On peut imaginer que le pauvre Puccini a eu des sueurs froides, mais il s'est vite rattrapé. 3 mois plus tard, oui. L'opéra est passé en Argentine, en Angleterre, et quand il est revenu à Paris, c'était déjà un triomphe. C'est ça qui est formidable quand on parlait d'art populaire. On ne comprend pas pourquoi en France, ça reste si réservé à une élite, alors qu'effectivement, en Italie... Je vais vous dire pourquoi. Il y a une raison. Oui. Il y a une raison historique, c'est que nous avions l'habitude depuis très longtemps, depuis l'Ancien Régime, que l'opéra soit une sorte de succédané de salon. Car depuis Louis XIV, on ne devait pas tenir salon. Il y avait des dames qui tenaient salon à Paris. Mais les salons ont toujours été mis sous l'étouffoir en France et à Paris. Et donc l'un des lieux où l'on pouvait socialiser, c'était d'aller à l'opéra. Et donc l'opéra est devenu très tôt, dès avant la Révolution déjà, l'opéra était le lieu où la très haute société se retrouvait pour faire des affaires, pour marier les enfants, etc. Et donc, c'est resté une habitude, si vous voulez. Comment voulez-vous démocratiser quelque chose qui, dans un pays, est devenu le symbole même de l'élite? C'est ça le problème. Mais c'est très français, ça. Il y a des pays où l'opéra est beaucoup plus populaire. Oui, justement. Alors, est-ce que vous avez l'impression de participer à quelque chose d'un renouveau? Oui, je pense. Puis, vous savez, là, les gens qui sont là sont des gens qui aiment le public. Notre premier violon, c'est Anne Gravoin, qui accompagnait Johnny, vous voyez. Ce sont des gens qui sont habitués à l'échange au public. Il y a une volonté dans toute cette troupe d'opéra en plein air. Et puis, alors, avec Olivier Desbordes, vous imaginez bien que ça va pas... Il va en faire encore plus, puisque lui, il est pour le théâtre populaire. Dans toute cette troupe, il y a la volonté de rencontrer le public. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'échanges pendant tout cet été. La musique en plein air, c'est compliqué, parce qu'il peut y avoir du vent. L'acoustique, évidemment, c'est autre chose. Pas de malheur. Comment font les chanteurs? Les chanteurs ont un micro? Oui, alors c'est pas un micro, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que si jamais vous dites ça, là, les gens vont dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils n'ont pas un micro, ils sont sonorisés. C'est une petite nuance, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un mini-micro qui permet de régler les amplifications et d'avoir une acoustique quasiment aussi bonne que si on était dans une vraie salle d'opéra. Franck, même si on démocratise, même si en Italie c'est le lieu de toutes les exubérances, l'opéra et les enceintes de musique classique sont des lieux où il y a des rituels, où les gens se prennent assez au sérieux, où le public ne doit pas applaudir entre les actes ou les mouvements, etc. À l'opéra, on peut tout à fait. Oui. À l'opéra, on fait ce qu'on veut. Il faut le dire aux gens, ça. Oui, c'est important de le dire. Est-ce que vous avez assisté à des catastrophes, sans dire quels artistes ou sans dire dans quel lieu, mais est-ce que vous avez des souvenirs de catastrophes dans des enceintes de musique classique qui tenaient lieu presque du gag? Vous savez, le petit problème, ce sont les artistes qui veulent chanter trop longtemps. C'est horrible, ça. Mais je ne citerai évidemment pas de nom, mais il m'est arrivé à plusieurs reprises, hélas, d'assister, à ce qu'on peut appeler des crashs en direct, parce qu'il y a des artistes qui, à un certain âge, devraient admettre qu'ils ne peuvent plus chanter comme le corps vocal ne permet plus de... Et parfois, je parle de monstres sacrés, de mythes de la musique qui malheureusement chantent, comme on dit, la foi de trop. Et malheureusement, oui, j'ai quelques souvenirs assez terribles. Souvenir atroce comme ça. Vous allez citer un nom ou pas? Toi, tu peux, mais t'es méchant. Oui, non, mais en plus, c'est une femme que j'adore et j'ai été malheureux, mais pour moi, c'était tragique, c'était Montserrat Caballé. Et je me souviens ça doit être une des dernières fois où elle a chanté, mais j'aurais tenu son impresario et je suis pas sûr que ce soit sa faute à elle, mais c'est un ensemble. C'est vrai que l'entourage n'est pas toujours. Il faut avoir le courage parfois de dire à un grand artiste, écoutez, voilà, il faut s'en tenir. À l'inverse, moi je pense à Nathalie Dessay qu'on a reçue plusieurs fois sur mais ce Nathalie plateau. Dessay est toute jeune. Et qui est toute jeune, non mais qui justement, qui elle a dû anticiper, qui a dû voir ce genre et qui s'est dit non. Moi je pars au bon moment et je navigue vers d'autres horizons. C'est plutôt une formule maligne pour éviter les crashs. Alors il y a plein de raisons de se réjouir à l'approche de l'été. Tout reprend. Le Tour de France aussi reprend et ça ne vous a pas échappé. Vous avez profité de ce Tour de France pour raconter vos 100 lieux. Oui. C'est-à-dire, vous savez, alors là, pour le coup, on parle de démocratisation. C'est même pas, moi, j'aime pas ce mot démocratisation. L'idée, c'est de passer. C'est de donner envie, c'est de la transmission. Et cette transmission, moi, c'est mon métier, c'est un peu tous notre métier. On est là pour ça, on est là pour donner envie aux gens. Et je me suis découvert, alors je vous avoue un peu tardivement, cette vocation de passeur de patrimoine dans le cadre du Tour de France, du vélo, tous les ans sur France Télé. C'est un moment incroyable. Le premier, j'y suis allé en me disant, oh là là, comment ça va se passer? Puis en fait, maintenant, c'est devenu presque addictif. J'ai presque hâte que ça reprenne, là. 6 heures de direct par jour, vous
imaginer. Et alors on survole les plus beaux monuments, les plus beaux sites, etc. Et je me suis dit que ce serait pas mal d'en faire quelque chose. Parce que... votre rôle, c'est parce que la course, un peloton, pour des gens qui regardent le Tour, ça peut être emmerdant quand on n'est pas complètement fan de vélo. Mais c'est la différence avec entre du le Tour de Franck-Ferrand France dedans, ça peut être marrant pour les non-initiés. C'est-à-dire qu'entre le Tour de France et les autres épreuves cyclistes, c'est cette grande différence. C'est que les autres épreuves, elles sont faites pour les gens qui aiment le vélo. Bon, moi, j'y connais rien au cyclisme, je ne m'en cache pas. Enfin, maintenant, à force d'être depuis 5 ans au milieu des meilleurs spécialistes, je commence à connaître un petit peu. Ça me fait rire, d'ailleurs, parce que je suis en train d'apprendre. Ça vous fait vibrer ? Oh, c'est extraordinaire. Vous savez, on parlait de l'émotion tout à l'heure, de l'émotion qu'une grande cantatrice va être capable de donner dans l'air suprême de l'opéra au moment de l'acmé de l'œuvre. Mais quand vous avez Alexandre Pasteur au moment de l'arrivée qui prend sa grosse voix et qui hurle dans le studio, je vous assure qu'à chaque fois, tous les jours, moi j'attends ce moment-là, tous les jours vous avez des frissons, c'est extraordinaire, ce sont des moments très forts. Oui, bien sûr, le sport est un des moyens de toucher du doigt cette espèce d'émotion brute. Alors vous qui êtes à cheval sur le... Enfin, à cheval, c'est pas une bonne expression. Je sais pas si l'expression est forcément la bonne. C'est un peu crétin, mais on est passé de l'opéra en plein air et de la musique classique et du grand répertoire au Tour de France. Est-ce que vous faites des ponts entre l'opéra et je crois que vous allez me demander si je faisais des ponts au mois de mai. Non, mais il n'y en a pas cette année, il n'y en a pas beaucoup. Quel lien vous faites entre les plaisirs et l'opéra, les plaisirs de l'opéra et le Tour de France? C'est justement ce moment d'émotion extraordinaire. Vous allez suivre un opéra pendant 2-3 heures. Évidemment, si tout est bien fait, normalement, vous n'allez pas vous ennuyer. Il y a quand même des opéras où on est obligé de s'ennuyer un moment ou un autre. Je pense qu'il y a des Wagner où ça tire un peu à la ligne. Ce n'est pas le cas chez Puccini. Non, Madame Butterfly, là, c'est du spectacle en permanence. Mais c'est vrai qu'il y a des opéras qui sont toujours un petit peu barbants quand même. Il y a des moments un peu plus longs que d'autres. Bon. Mais vous venez pour le moment, ou les 2, ou les 3 moments où vous allez avoir ces fameux frissons, où vous allez sentir les larmes qui arrivent comme ça dans la gorge. Bon, eh bien, dans les grandes épreuves sportives, c'est la même chose. Et c'est vrai qu'il y a des moments dans ce Tour de France qui sont... Moi, je me rappelle le Tour de France 2019, notamment, il y a 2 ans, où c'était l'abandon de Thibaut Pinot. Je défie quiconque, même des gens qui n'y connaissent rien, de ne pas verser leurs petites larmes quand même. Il y a un moment où on est pris, rien que d'y repenser, vous voyez, on est pris, c'est très fort. Eh bien, c'est ça, le point commun, il est là. Il est dans cette cristallisation, le moment où ça cristallise. Du coup, voilà, cette capacité à raconter des... Gérard, vous aviez... Non, mais je suis tout à fait d'accord, mais un opéra, ça peut être très très drôle aussi, si on le fait d'une manière... Moi, je me rappelle d'un Werther où il met 3 heures pour mourir, quoi. Il y a un moment, on a envie de le sortir son fusil pour qu'il meure, quoi, parce que c'est un peu long, quoi. Ça me fait penser à un ballet, c'est Ève Ruggieri qui raconte cette histoire. Elle était au Théâtre des Champs-Élysées pour une version un peu allégée du Lac des Cygnes, donc là, le ballet, et on entend un moment où on est dans les diminuendo, puis des petits pianissimo, on n'entend quasiment plus l'orchestre et on entend une petite fille qui dit « Maman, il est mort le canard !» C'est vrai que parfois le canard est un peu long à mourir.